Facebook Live, confinés. Je ne les compte plus maintenant, mais c'est au fur et à mesure que le confinement peut durer. Et nous allons aborder un sujet très important pour moi aujourd'hui, puisqu'il s'agit de parler des plus de 3 millions de Français qui ne vivent pas sur notre territoire, mais qui vivent à l'étranger. Le confinement, la situation et la crise sanitaire, ça les a touchés évidemment aussi. Je crois qu'ils nous suivent beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de marcheurs d'ailleurs qui sont installés à l'étranger. Et donc, je suis très content de recevoir aujourd'hui Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Stanislas. Merci beaucoup de prendre du temps. Tu as été en première ligne pour gérer les préoccupations, la situation des Français installés à l'étranger. Alors, Français installés à l'étranger ou Français tout simplement de passage à l'étranger, puisque quand la crise sanitaire a frappé le globe, il y a beaucoup de Français qui étaient en déplacement et donc c'est intéressant et très intéressant de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Peut-être pour commencer de façon très simple, est-ce que tu peux nous faire un point de situation sur la situation des Français, soit en déplacement, soit installés et résidents à l'étranger, et puis les mesures que le gouvernement a mis en place pour tenir compte de leur situation. Merci Stan. Et puis très heureux de retrouver les marcheuses et les marcheurs pour évoquer effectivement Et pas que les d'ailleurs. Français qui font rayonner les trois couleurs partout dans le monde. Et tu as raison. Toutes les mesures qui sont arrivées partout dans le monde, soit de confinement, de fermeture de frontières, ont été très brusques et un certain nombre de Français, touristes, se sont retrouvés un peu pris au piège, si je puis dire. Et il a fallu, avec Jean-Yves Le Drian, Jean-Baptiste Djebbari, véritablement mettre en place un dispositif, une sorte de pont aérien pour les faire faciliter leur retour sur le sol national. Aujourd'hui, on est à peu près à un peu plus de 150 000 Français, comme ça, qui étaient des touristes ou des voyageurs d'affaires qui étaient bloqués. Et aujourd'hui, on a encore des vols qui arrivent des Philippines, d'Équateur, d'Argentine, du Caire, bon bref, d'un peu partout. Parfois, c'est des opérations logistiques très complexes. On prend le cas par exemple des Philippines, on le sait, c'est un archipel, donc il a fallu aller chercher les Français sur différentes îles pour les regrouper à Manille et repartir. Ou également, je prends le cas par exemple du Pérou. J'ai ainsi découvert la ravissante ville d'Iquitos, au cœur de l'Amazonie, où nous avions quelques dizaines de Français qui étaient là. Il a fallu organiser leur retour sur Lima et puis après le retour sur Paris. Voilà, donc ça c'était... On peut rapatrier combien de Français, combien de compatriotes? Alors, écoute, à ce soir, on va être à 155 000 qui sont revenus. Alors, soit par des vols commerciaux classiques, mais il a fallu encourager les compagnies pour maintenir ces vols commerciaux, soit à travers des vols qu'on a affrétés. Parce que sur certaines destinations, d'ailleurs, on avait des gens qui avaient des moyens qui avaient fondu comme neige au soleil. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les PVT, c'est-à-dire c'est des jeunes qui partent notamment en Nouvelle-Zélande, en Australie, à la fois pour travailler et pour du séjour de vacances, mais dès lors qu'ils ont perdu leur emploi avec la crise, les conséquences de la crise épidémique, souvent ça veut dire plus beaucoup d'argent, pas forcément les moyens de revenir. Et donc là, on a mis en place des vols affrétés à des tarifs très raisonnables, de l'ordre de 850 euros pour revenir d'Australie, par exemple. D'accord. Et il y a encore beaucoup de nos compatriotes qui restent à date bloqués à l'étranger. Alors maintenant, il n'y a plus que quelques milliers, heureusement, et on va continuer tant que les uns et les autres se manifestent. On va le faire aussi avec nos amis et collègues européens pour pouvoir avoir une réponse globale et puis une réponse tout simplement européenne, parce qu'au fur et à mesure, eh bien, les touristes bloqués sont de moins en moins nombreux, donc autant faire ça ensemble pour pouvoir les ramener en Europe. Et puis après, il y a également toute cette communauté des Français de l'étranger qui, eux, résident de façon permanente et qui sont confrontés eh bien, aussi à des conséquences importantes dans tous les pays où ils sont, parce qu'on le voit, l'épidémie, elle est mondiale et sa morsure se fait sentir partout. Oui, donc il y a aussi certains Français qui ont fait le choix de rester, malgré les propositions de retour, là où ils étaient, de rester confinés là où ils étaient. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian l'a dit,
pour les Français résidant hors de France, il est important de limiter les déplacements, les contacts, se confiner, et donc pouvoir faire face localement. Nos ambassades, nos consulats sont sur le pont pour les accompagner. Ils sont naturellement dans ce qu'on appelle un plan de continuité qui est renforcé. Donc ça veut dire que parfois ils ne sont pas physiquement présents au guichet, mais la continuité est assurée par naturellement télétravail, et puis quand le besoin est là, naturellement, il y a le guichet s'ouvre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'adapte, mais on reste Bien sûr. présent et on reste auprès de nos communautés parce que 3 millions de personnes, c'est important, parfois dans des géographies compliquées. On a en tête l'Afrique, par exemple, et naturellement, avec Jean-Yves Le Drian, on travaille à offrir les meilleures conditions, également d'un point de vue de la scolarité. Beaucoup nous ont signalé que il y avait ce besoin de continuité pédagogique, donc on y travaille d'arrache-pied avec l'AEFE, parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les établissements français à l'étranger, les écoles, sont fermées parce que c'est mondial. Donc on y travaille beaucoup avec les parlementaires aussi. Nos parlementaires, je veux saluer tout leur travail, les députés et les sénateurs des groupes En Marche et Modem. On s'est réunis notamment mardi pour travailler sur ces sujets-là et faire face. Alors, tu parlais tout à l'heure de coopération, notamment de coopération européenne. Je crois que justement les réseaux français, les réseaux de diplomatie française notamment, ben, ont permis à la France d'aider aussi ses partenaires, notamment ses partenaires européens. Alors c'est vrai que on a également ramené un certain nombre d'Européens qui étaient eux-mêmes bloqués et vice-versa. Nous avons des compatriotes qui sont revenus sur des vols organisés par les Espagnols, les Allemands, voilà. Donc je crois que, d'ailleurs, quand on dit que l'Europe n'est pas au rendez-vous, elle a peut-être eu du retard à l'allumage, mais elle est bel et bien là. Et donc on est en train d'œuvrer ensemble sur cet aspect-là, et puis aussi sur la réponse européenne à apporter, notamment pour les pays les plus vulnérables. Parce que l'épidémie, elle nous touche de plein fouet, nous, mais elle est aussi en train de toucher le continent africain. Et Ouais, de ce point de vue-là, on doit aussi être au rendez-vous aux côtés bien de entendu. nos frères d'Afrique. Je voudrais qu'on parle spécifiquement de l'Afrique. Alors, je te proposerai de le faire juste après. Il y a beaucoup de questions qui sont souvent des questions très concrètes sur les recommandations qu'on a, y compris les recommandations concrètes qu'on a adressées aux Français qui sont dans des situations parfois compliquées parce que de confinement à l'étranger ou parce que encore en cherchant une solution de rapatriement. Quels sont les réflexes à avoir pour eux? Quels sont les contacts utiles? Il faut j'imagine chercher à contacter l'ambassade. Toi, quel est ton lien avec notre réseau d'ambassades? Quelles sont les recommandations qu'il faut leur donner aujourd'hui? Oui, alors, nos Français le savent, mais c'est bien de le rappeler. Il est toujours très important de s'inscrire sur ce qu'on appelle les listes consulaires pour être bien identifié lorsqu'on est à l'étranger. Ça permet d'être tenu informé justement des dernières informations par l'ambassade, par le consulat. Donc ça, j'insiste parce qu'on a 3 millions de Français à l'étranger, mais seulement 2 millions inscrits sur ces fameuses listes. Donc D'accord. c'est l'occasion vraiment de prendre conscience de l'importance d'être inscrit pour se signaler et qu'on puisse naturellement prendre en compte toutes les situations. Et puis ici, en fait, on est en contact permanent avec les ambassades, les consulats, notamment avec notre centre de crise et de soutien qui est, je dois le dire, exceptionnel. Ils sont là H24, 7 jours sur 7, c'est la vigie et ils sont là pour répondre à toutes les situations de détresse. D'accord. Alors, vous avez lancé une opération qui s'appelait SOS Un Toit, enfin qui s'appelle SOS Un Toit, justement pour apporter de l'aide. Tu peux nous en dire un petit peu plus et comment Oui, ça fonctionne? oui, tout à fait, parce que on s'est retrouvé avec donc ces dizaines de milliers de touristes français qui étaient bloqués à l'étranger, parfois avec des hôtels qui tout simplement les mettaient dehors parce que leur gouvernement respectif avait dit on ferme les hôtels et qui étaient sans solution d'hébergement. Et on s'est dit finalement il y a ce réseau également des Français qui résident eux à l'étranger et donc de leur proposer eh bien d'accueillir
des compatriotes qui étaient un peu en rade. Et c'est ainsi qu'on a lancé avec du mécénat de compétences sosuntoit.fr. Et je dois dire que l'élan d'entraide et de solidarité, il a été au rendez-vous, c'était formidable, mais je crois qu'il se manifeste tous les jours au quotidien, on le voit dans cette situation extraordinaire qu'on vit et situation exceptionnelle, avec donc du coup plus de 6000 propositions d'hébergement pour à peu près la même demande. Donc voilà, c'est quand on Donc lit ça, des c'est messages après de gens qui disaient bah merci, j'ai trouvé à me loger, etc. Je peux dire que ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit bah voilà, l'entraide et la solidarité, elle est vraiment là. ouais, donc, pour être clair, ce sont des compatriotes entre eux qui se mettent à disposition des logements. On a Oui, des... bah c'est ces fameux Français qui résident à l'étranger de façon longue, tu vois, soit comme expatriés, soit comme qui sont là parfois depuis des décennies, qui ont pu aider les touristes français qui étaient bloqués parce que bah, ils avaient une chambre de plus, parce qu'ils avaient la capacité d'accueillir. Et je dois dire que bah voilà, il y a eu un vrai élan d'entraide. Et puis ça va se poursuivre avec une plateforme qui a été travaillée, qui s'appelle Solidarité FDE. Donc je crois que ce moment de la crise est aussi l'occasion de penser de nouvelles solidarités, bah, clairement de mettre en place de nouveaux outils. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est très intéressant parce qu'à l'occasion de ces lives, on essaye de diffuser aussi les informations les plus utiles. Hier, j'en parlais avec Adrien Taquet, qui me parlait des opérations de venir en aide aux enfants qui n'ont pas d'ordinateur, de Mm. ce site des ordis pour nos enfants qu'on a lancé. Là, aujourd'hui, SOS Un Toit ou encore la plateforme en lancement. C'est vrai que cette crise fait aussi ressortir le meilleur et ces nouvelles chaînes de solidarité, si on peut dire, à tout point de vue et sur lesquels il faudra construire pour la suite. Alors, il y a des Français qui rentrent, du coup, peut-être plus rapidement que ce qu'ils auraient imaginé. Certains rentrent sans couverture santé, par exemple, rentrent et peut-être de façon accélérée en n'ayant pas pu anticiper leur retour en France. Quels sont les dispositifs pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des questions qui reviennent. Alors justement, on a profité du projet de loi d'urgence qui a été discuté il y a quelques semaines à l'Assemblée et au Sénat pour proposer un amendement gouvernemental qui justement met fin au délai de carence de 3 mois qui existait lorsque bah, tu étais français de l'étranger revenant sur le sol français pour être éligible aux prestations de la sécurité sociale. Donc il est vrai que dans ce moment de crise épidémique, il était hors de question que les Français de l'étranger qui reviendraient ne puissent pas avoir accès à ces soins élémentaires. Donc voilà, ça y est, on a bougé la loi pour le faire et les parlementaires ont été au rendez-vous pour adopter l'amendement. D'accord. Et dans le cadre du projet de loi d'urgence, donc évidemment très rapidement pour adapter notre droit. Alors, il y a des questions qui sont posées live pendant notre live. J'essaie d'en relayer quelques-unes. On me pose la question sur une nouvelle attestation de déplacement international qui concerne toutes les personnes qui passent la frontière. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, comment ça fonctionne? Oui, effectivement, ça a été mis en ligne par le site du ministère de l'Intérieur il y a 48 heures. Et en fait, ça permet de sécuriser le retour sur le sol national. Donc il est bien pour les gens qui passent la frontière d'avoir le titre de transport, de garder son billet d'avion, parce qu'une fois qu'on arrive à Paris, par exemple, et qu'on se rend bien en région, garder le billet d'avion de la provenance d'où on vient et d'avoir cette attestation avec soi. Voilà, donc ça fait partie des formalités à avoir dans la poche pour pouvoir se déplacer sans problème. Ok, bah écoute, merci pour cette réponse concrète. Alors, je relève aussi des questions qui m'arrivent. On me pose des questions sur les entrepreneurs français qui sont établis à l'étranger, de la même façon que on a eu des Facebook Live sur ce sujet, évidemment. Comment est-ce qu'on aide les entreprises? Comment est-ce qu'on aide les petites entreprises à sauvegarder les emplois? On le fait en France. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour nos réseaux d'entrepreneurs dans le monde? Alors, s'agissant des entrepreneurs, des entreprises françaises qui sont présentes à l'étranger, il y a deux cas de figure. Soit il y a des filiales de groupes français ces groupes français vont peut-être bénéficier, eux, des mesures nationales et par ricochet, peut-être elles-mêmes en profiter. Mais c'est vrai que quand on est face à des sociétés de droit étranger, là, pour l'instant, eh bien, ce cas n'est pas prévu parce que ce sont les sociétés de droit français qui sont éligibles. Mais on est en contact avec les chambres de commerce et d'industrie à l'international, avec tous les acteurs de l'export. Et naturellement, on est vigilant par rapport aux situations. C'est vrai que
il y a un impact économique parfois de cette crise, y compris pour certains de nos compatriotes qui sont salariés ou entrepreneurs dans d'autres pays et par exemple nous interrogent sur les frais de scolarité dans les établissements français à l'étranger. Et donc on est en train de travailler pour trouver les meilleures solutions sur mesure parce qu'on est conscient que parfois c'est un gros choc économique et qu'on a besoin de préserver ce réseau de l'enseignement français et de garder les parents, les enfants, faire en sorte que tout le monde puisse rester à bord. Donc on est là-dessus, on travaille d'arrache-pied là-dessus. Ok, bah écoute, merci pour tes réponses très, très concrètes. Je pense que c'est aussi ça que les internautes recherchent. Alors, peut-être deux questions, on commençait à en parler. Tu es secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Peut-être ça serait bien qu'on se dise ensemble un mot de la réaction de l'Europe face à cette crise. Beaucoup de choses ont été dites, à la fois pour juger que l'Europe avait été d'une certaine façon à la hauteur et peut-être, tu le disais tout à l'heure, pas assez réactive. Est-ce que tu peux nous dire ton sentiment en tant que ministre sur l'Europe dans ce moment-là? Moi, je trouve que je le vois dans le travail au quotidien. On travaille beaucoup avec les collègues des autres pays sur les sujets de commerce, sur les sujets de développement. J'étais il y a une heure avec les collègues ministres du développement et on travaille la réponse européenne pour l'Afrique, pour les Balkans, etc. De la même façon, en matière de commerce, on se coordonne pour veiller à ce qu'il y ait le moins de ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, enfin que tout ça soit le plus fluide possible. Donc je crois qu'il y a un procès un peu injuste qui a été fait. Et quand on regarde d'ailleurs la solidarité qui s'est exprimée entre États membres, lorsque nous, on a pu eh bien, évacuer certains de nos malades sur l'Allemagne, sur le Luxembourg, bah, je crois que ça montre l'Europe très concrète, une Europe faite de cette solidarité. On se souvient dans quelles conditions le projet européen est né après le Second conflit mondial. Et aujourd'hui, il est clair qu'on doit être à la hauteur de cet héritage. Je le dis parce qu'effectivement, on a vu eh bien que les ministres des Finances avaient des discussions âpres. Je crois que aujourd'hui, on n'a pas le droit. On réussit ensemble ou on échoue ensemble et échouer n'est clairement pas une option, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que je pense que tu as vraiment raison de rappeler que l'Europe s'est aussi incarnée par la preuve ces derniers jours, mais qu'on doit être plus exigeant encore et peut-être que nos sujets de divergence sont plutôt pour les sujets de projection vers la reconstruction, comment on va faire face à cette crise économique et sociale. Et c'est là-dessus que la parole de la France est aussi très importante pour pousser l'Europe à être plus exigeante avec elle-même aussi pour la suite. Et c'est vrai que le président de la République a été aux avant-postes pour, je dirais, pousser à une réponse européenne. C'est lui qui a provoqué ce premier Conseil européen qui s'est tenu par visioconférence. C'était il y a quelques semaines, parce que ça tardait à venir. Et je crois qu'on voit combien le président était, je veux dire, vraiment clé pour déclencher aussi cette prise de conscience et ce réflexe européen, quoi. Alors, tu évoquais le sujet tout à l'heure, on ne peut pas faire ce Facebook Live sans parler de l'Afrique. On voit que la pandémie, évidemment, touche aussi le continent africain, qui est peut-être pas suffisamment préparé. La situation sanitaire va être très compliquée. Là aussi, l'Europe va avoir une immense responsabilité, la France aussi. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ta vision des choses, ce que la France peut faire, ce que l'Europe peut faire pour venir en aide à nos voisins africains? Alors, on le voit, hein, c'est vrai qu'en Afrique, il y a un certain nombre de fragilités dans un certain nombre de pays, du type fragilité sanitaire, effectivement, par rapport tout simplement parfois à l'appareil de soins qui n'est peut-être pas dimensionné. On voit bien combien nous-mêmes on a dû mettre les bouchées doubles pour augmenter le nombre de lits en réanimation, par exemple. Il y a également des fragilités économiques, parce que quand on dit confinement, pour beaucoup, ça veut dire ne pas aller travailler et du coup ne pas avoir même de moyens de subsistance parce qu'on gagne dans la journée ce qui nous permet de se nourrir le soir. Donc, et tout ça peut engendrer aussi eh bien, du coup des fragilités sécuritaires. Donc je crois qu'il y a d'une part une solidarité qui doit s'exprimer de notre part et puis éviter que la pandémie prenne des proportions trop importantes. Donc de ce point de vue-là, il y a une réponse immédiate.
l'Agence française de développement eh bien, a mis sur la table 150 millions d'euros de dons pour pouvoir agir avec des projets très concrets. Par exemple, avec l'INSERM, on renforce l'appareil de surveillance épidémiologique et sanitaire dans des pays d'Afrique francophone subsaharienne. Et puis aussi, il y a l'idée de pouvoir agir en européen. Il y a donc une heure, on se retrouvait et l'Union européenne et les États membres ont réussi à mobiliser pas loin de 20 milliards d'euros tous ensemble pour pouvoir préparer cette réponse avec les ONG européennes et puis les ONG locales, les sociétés civiles. Donc c'est crucial. Et puis il y a aussi tout un travail qu'on fait au sein de ces grands fonds mondiaux dédiés à la santé. Le Fonds mondial, par exemple, qui lutte contre un certain nombre d'épidémies, va réorienter ses crédits et mettre 500 millions d'euros supplémentaires pour la lutte contre le Covid-19, mais également d'autres types d'alliances du type United ou le Gavi. Donc je crois que tout le monde est mobilisé autour de l'OMS pour flécher des moyens nouveaux, des moyens additionnels, parce que, on le voit, l'épidémie, elle est globale et la réponse, elle doit aussi être globale. Ouais, bien sûr. Avec des questions pour tout de suite et puis des questions pour l'après, parce que la crise économique touchera peut-être encore plus durement les pays qui sont en voie de développement. Et donc, évidemment, il y aura des questions absolument centrales qui seront posées sur notamment la dette de ces pays-là et peut-être des décisions à prendre sur éventuellement l'allègement de la dette de ces pays. Mais ce sera des questions qui seront évidemment pour l'après. Écoute, Jean-Baptiste, merci beaucoup. Merci On à a à toi. peu près tenu notre timing de faire entre 15 et 30 minutes. C'est notre rendez-vous, donc 3 fois par semaine. Demain, je recevrai Julien de Normandie, qui est le ministre du Logement, avec beaucoup de questions là aussi cruciales sur l'accès au logement, notamment des personnes les plus démunies pendant cette crise sanitaire et économique. Et donc, on continuera, je l'espère, à vous apporter des informations utiles pendant cette période de confinement, avec systématiquement le même message. Nous n'avons pas encore gagné la bataille et donc respectons ensemble évidemment toutes les règles sanitaires et restons chez nous dès que cela est possible. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir pris ton temps pour répondre aux internautes Merci Stan, merci à vous. et à bientôt. Bonne soirée.